Bonjour à tous et à toutes, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes le 8 mars 2023. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré d'épisode sur cette chaîne, vous vous en rendrez pas compte. Bien qu'il y a eu un long moment de non-publication quand même au final sur la chaîne, on s'en excuse hein, bien évidemment, mais beaucoup de choses à faire de tous les côtés d'une certaine manière. Et on a pour cet épisode de cette nouvelle saison deux invités. En premier lieu, nous avons Ismène. Comment ça va aujourd'hui? Oui, oui, ça va. Ah, super. Et toi, Nico, parce que tu es là parmi nous, est-ce que tu vas bien? Oui, je suis très 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 heureux de revenir encore une fois pour cette saison 4. Cette saison 4, et oui, tu es celui qui participe le plus à la saison 4, c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est Je l'aime fou. beaucoup cette saison. C'est la saison du bonheur, la saison 4. C'est une saison où on prend plus le temps. Voilà, c'est ça. Mm. Sur Twitter, on prend plus le temps, on se pose et ça nous laisse le temps pour préparer des chroniques. Et justement, à propos de chroniques, il me semble que Isben, t'en as une en préparation depuis un petit moment et je vais donc te laisser la parole. Bien, bien. Eh bien, effectivement, ma chronique, que j'ai mis du temps à la faire, hein, parce qu'il m'a fallu réunir de la documentation, elle concerne le livre de Kels ou le grand évangéliaire de Saint Colomba. Alors, tout d'abord, une brève présentation. Il s'agit d'un manuscrit illustré de motifs ornementaux réalisé par des moines en Irlande vers l'an 800. Il est rédigé en latin. Il s'agit des 4 évangiles du Nouveau Testament, accompagnés de notes liminaires et explicatives. Il est connu pour ses magnifiques enluminures qui représentent la synthèse parfaite entre la culture celtique et chrétienne. Voilà. C'est caractéristique de ce qu'on appelle l'art insulaire, c'est-à-dire l'art irlandais du Haut Moyen-Âge. C'est le livre le plus somptueux des évangéliaires réalisé à cette époque, donc du 7e au 9e siècle, à l'époque où les moines irlandais partaient évangéliser l'Europe. Alors la genèse de ce livre est assez compliquée. D'abord, je fais un petit rappel historique. L'Irlande a été évangélisée au 5e siècle par saint Patrick. Voilà, je vous renvoie à la chronique de Manon qui a fait une très bonne synthèse là-dessus. Le livre de Kells est attribué à saint Colomba, qu'on appelle aussi saint Colombe Kill ou Colmcille. Alors désolé si ma prononciation du vieil irlandais est désastreuse. Tu es toute pardonnée, on a l'habitude de l'écorcher, hein. C'est clair, je crois qu'on est tous passés par là. C'est clair. Donc on va juste l'appeler Colomba. Colomba vécut au 6e siècle et introduisit le christianisme en Écosse et dans le nord de l'Angleterre. Il a également créé un nouvel ordre monastique installé sur la petite île d'Iona. Alors Iona signifie colombe en hébreu, rappel avec le nom de ce personnage donc. C'est une île qui se trouve dans l'archipel des Hébrides sur la côte ouest de l'Écosse. Mais il se trouve qu'à la fin du 8e siècle, Iona a été victime, devinez de quoi? Qui est-ce qui commence à poser problème à cette époque dans les mers du Nord? Des Vikings. Les Tout à fait, Vikings. les Vikings. Et donc, l'île d'Iona et son monastère sont victimes d'invasions vikings à répétition. En 795 après Jésus-Christ, puis en l'an 802, et en l'an 806, là c'est le désastre total, 68 moines sont passés au fil de l'épée. Les survivants décident donc d'organiser une solution de repli et vont migrer vers Kells, qui est un ancien fort qui se trouve à 65 km au nord de Dublin, dans le comté de Meath, qui fut jadis aussi une fondation ecclésiastique et un ancien site funéraire préhistorique. Bon, mais je ne vais pas faire là tout l'historique de Kells non plus. Ah, bien sûr. Mais ils vont y fonder une nouvelle abbaye. L'abbaye est terminée en 814 sous les ordres de l'abbé Sélac, qui décède l'année suivante. Et on pense que le livre de Kells a été rédigé sur plusieurs générations. Il a pu être commencé à Iona et terminé à Kells. En fait, il a nécessité des moyens assez importants. Il a connu en plus, après sa réalisation, une histoire un peu particulière, parce que bon, après, Kells a surtout été pour sa part victime d'attaques vikings au Xe siècle, mais malgré tout, le livre y a été concerné intact jusqu'en l'an 1107, où il a été victime d'un vol en fait, et retrouvé ensuite sous une botte de gazon 2 mois après ce vol. Et visiblement, les pillards voulaient juste la couverture qui était incrustée de pierres précieuses. Bon, voilà. C'est pillard. Et fourbe pillard. C'est clair. Exact, les fourreux pillards. Ensuite, à quelques siècles de là, en 1654, à l'époque de la conquête de l'Irlande par Cromwell, pour préserver le livre, il est acheminé à Dublin, où le Trinity College en hérite en 1661.
Et Ok. il y est resté, il est toujours au Trinity College jusqu'à nos jours. Il n'en a que très peu bougé parce qu'il est fragile, donc on ne peut pas vraiment le consulter. Enfin, si, on peut consulter une numérisation. Il y a une première numérisation qui a été faite dans les années 90, mais qui n'était pas de très bonne qualité. Et le manuscrit a été entièrement renumérisé sous haute définition en 2022 et il est consultable sur le site du Trinity College. Donc, je vous Stylé. conseille vivement d'aller le voir et de bien zoomer pour voir toutes les illustrations parce que c'est vraiment magnifique et très délicat. Alors, pour en revenir à l'exécution matérielle, cet évangéliaire fait 340 folios et il y a une trentaine de pages qui se sont égarées lors du vol et de travaux de réaffection antérieurs. Donc, il a nécessité donc 185 peaux de veaux morts-nés ou très jeunes, donc du velin, Waouh, donc au moins un troupeau de 1200 bêtes. Ça fait beaucoup. énorme. Des pigments rouges, dorés, bleus et verts ou ocre venus de pays assez lointains, puisqu'on en a qui ont été analysés, qui venaient d'Afrique du Nord et d'Asie. Ouais. Et d'après aussi l'analyse des textes et des dessins, il a été réalisé par au moins une dizaine de personnes. Donc on a identifié 4 copistes et 3 enlumineurs, Ok. dont un enlumineur qu'on a surnommé l'orfèvre parce qu'il y a un très haut niveau de technique dans ses dessins, ce qui Ouais. suppose qu'il ait eu une formation particulière quand même. Notamment dans l'exécution de la célèbre page Chrisme, en fait, ce qu'on appelle le monogramme de l'incarnation, c'est-à-dire les lettres grecques du début du mot Christ qui est voilà, cette page, c'est la plus belle page et la plus connue. Elle est vraiment magnifique, il faut aller la voir et bien zoomer sur tous les petits détails. Et elle a probablement été réalisée aussi, elle et les autres pages les plus minutieuses, avec une loupe ou un morceau de verre grossissant. Voilà, à moins que les moines se soient vraiment usé les yeux dessus et vraiment eu de bons yeux. Mais... Les enluminures, là, priment carrément sur le texte, puisque en fait, le texte a été recopié avec une certaine désinvolture. Il y a beaucoup de coquilles et de répétitions. L'iconographie est elle aussi assez répétitive, mais toujours inventive. Il s'agit de portraits du Christ, de la Vierge, de la Nativité, la crucifixion, la tentation dans le désert, les apôtres, avec les symboles christiques associés, donc bien sûr le poisson, parce que le mot Ichthus grec est l'acronyme de Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur. Mhm. Le serpent, oui, le serpent est le symbole du mal dans la religion chrétienne, mais il peut aussi symboliser la résurrection parce qu'il change de peau. Vous le saviez, ça? Ça, je savais pas, tu vois. Moi non plus. Oui, bah visiblement, voilà, c'est une des marques du syncrétisme Ok. Ok, trop bien. chrétien et celte. Le lion aussi, qui avait la réputation de ressusciter en naissant. Alors là, j'ai pas trop bien compris le propos quand j'ai lu ça, mais c'est pas grave. Et le pan dont la chair est réputée incorruptible. Ok. On voit les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et leurs symboles respectifs, l'ange, le lion, le taureau et l'aigle, entre parenthèses, qui n'ont pas du tout l'air d'animaux normaux, puisque souvent ils ont des ailes, ils sont à moitié grimés en griffon, ils ont le Ouais. corps qui sortit, voilà. Et beaucoup de motifs celtes, c'est-à-dire des spirales, des trisquels, en veux-tu, en voilà, des entrelacs, des Mhm. petits guerriers à cheval, des hommes qui s'empoignent la barbe. C'est très rigolo à voir certains qui boivent aussi, Mhm. et certains motifs qui font penser à l'Orient aussi. Il y a certaines rosaces ou croix qui semblent être inspirées, voilà, Ouais. de l'art méditerranéen. Mais là, je ne Ok. m'avance pas trop dessus parce que voilà, certains spécialistes se disputent encore à ce sujet, mais on sait que les moines avaient des connexions dans toute l'Europe et autour de la Méditerranée aussi, Bien sûr. donc c'est tout à fait possible en fait. Ok. L'intérêt du livre aussi, c'est le très volumineux bestiaire, en dehors des symboles sacrés, donc des papillons, des chiens, des biches, des chèvres, des loutres, des serpents à cornes aussi, encore un symbole celtique, des Mhm. lézards, des griffons qui boivent dans des calices et qui grimpent à des vignes. Donc, on voit aussi des chats et des souris jouer avec des hosties dans certains coins. Ce qui est vraiment drôle et beau, c'est qu'à chaque fois, on a un mélange de sacré et d'humour qui est absolument inimitable. Donc, on se demande à quoi pensaient les moines en réalisant certains motifs. Voilà, comme des lettrines qui représentent des personnages qui se mordent les mains ou qui se tortillent en tous sens pour faire les lettres. Donc, C'est trop encore bien. une fois, il faut aller le voir parce que c'est impossible à vraiment bien le décrire. Je suis en train de le regarder en même temps. Après, il y a tellement de pages. Waouh, c'est dingue, hein. Ah, mais c'est clair. C'est une mine d'or, j'ai l'impression, en termes d'iconographie, de trucs. Waouh. Oui, Bah, oui, ça a c'est l'air pour ça intéressant. que
Moi, je pense également que ça a dû être réalisé sur plusieurs générations. Il y a sûrement des moines qui ont recopié les uns sur les autres, par-dessus les autres à certains moments. Je ne sais pas si le livre a été passé au scanner, j'avoue ne pas avoir vérifié, mais bon, on sait que c'était fréquent à l'époque, Bon, et là, je voulais vous parler aussi de quelque chose de plus récent. Est-ce que vous connaissez le film Brendan et le secret de Kells? Oui, bien sûr. Ouais. Non, je connais pas du tout. On avait Ah, parlé sur le spécial, un des spéciales Irlande très rapidement. Ok. C'est un bouquin justement qui parle d'un petit moine qui doit retrouver le manuscrit, je crois, un truc comme ça. Je l'avais bien aimé. J'ai très peu de souvenirs en réalité, et je me souviens juste que c'était très joli. C'est un film ou un livre? C'est un ben oui, dessin animé. C'est un dessin animé. c'est un dessin animé qui est inspiré du livre de Kells. En fait, effectivement, Wow. ça se passe. Ça commence à Kells où le petit Brendan vit avec. Il est présenté comme le neveu de Selash. Voilà, l'abbé Selash, qui veut absolument construire une forteresse imprenable pour ne pas se faire massacrer par les Vikings. Et un jour, ils reçoivent la visite d'un enlumineur, Aidan, venu d'Iona, qui emporte avec lui le manuscrit de Kells et qui veut entraîner Brendan pour qu'il le termine, en fait. Alors que son oncle est contre parce qu'il veut se concentrer sur la construction de la muraille. Donc, bien sûr, Brendan va désobéir et s'initier à l'enluminure et en même temps aller chercher des pigments et l'inspiration dans la forêt où il fait la connaissance d'une petite fée qui s'appelle Ashley et où il combat un monstre Chrome Cruach dont il doit prendre l'œil justement pour avoir un cristal et Oui. réaliser les enluminures les plus minutieuses. Et ça se termine, en fait, il doit fuir l'abbaye qui est incendiée par les Vikings, mais il finit par revenir devenu adulte et à présenter le manuscrit, le livre de Kells terminé à son oncle. Voilà. Pour résumer, parce que je l'ai vu récemment, mais en fait, je ne connaissais pas d'où venaient les motifs celtiques, et en fait, ce sont des histoires assez intéressantes. Bon, déjà, le nom du héros, Brendan, est inspiré d'un mot celte ancien, Bran, qui signifie le corbeau. Ouais. Donc l'abbé Selash, j'en ai déjà parlé, ça a été l'abbé qui a construit Kells, effectivement. Mais effectivement, il n'a pas vu son abbaye détruite par les Vikings, ça c'était beaucoup plus tard. Ok. Le frère Aidan l'enlumineur est inspiré d'Aidan de Lindisfarne, qui fut un moine de Iona du 7e siècle, missionnaire de Northumbrie, une région entre l'Angleterre et l'Écosse. Le moine Aidan a aussi comme compagnon Pangurban, un petit chat blanc. Tu t'en rappelles, Marc? Je m'en souviens pas. J'ai très peu de souvenirs du film. Je l'ai vu quand il est sorti. Honnêtement, je sais même plus en quelle année il est sorti. Faudrait que je le revoie. J'ai plus de D'accord. souvenirs du dernier qui est sorti des mêmes auteurs là, qui est sorti là, il y a 2 ans, Le peuple avec loup. le peuple loup qui était sympa. Mais sinon non, j'ai pas de. Je me souviens très peu de ce qui se Justement, passe moi dedans. j'ai vu le peuple loup récemment, puisque j'ai À décidé 2009, de c'était il y voir a. de revoir les deux Ouais. pour me faire un avis. Je l'ai trouvé moins bien en fait, il faisait moins artisanal que le Ah, premier. c'était aussi la sensation que j'en avais, tout en ayant juste les souvenirs d'un film que j'ai vu en 2009, donc soit il y a plus de 10 ans, quoi, maintenant. Longtemps. Ah bah, L'époque où les Vikings attaquaient l'Irlande. je passais mon bac en 2009, donc ouais, en vrai, Oui. c'était il y a un C'est sacré bout de clair. temps, putain. Donc Et ouais, franchement, c'est vieux. J'aimerais bien le revoir, mais il est sur Amazon Prime seulement, donc du coup, je n'ai pas accès au film. Bah, demande à Nico, il pourra te filer ses Oh, codes. c'est vrai. Et il n'y a pas moins, parce que moi je l'ai emprunté à ma bibliothèque, mais bon, c'est pas Ah oui, grave. mais toi, tu vis à Paris, moi, je vis en Ardèche, donc c'est pas sur le même. C'est pas grave, je Mais vais je continuer. trouverai un moyen de le voir à un moment donné ou de le revoir à un moment donné ou à un autre. C'est peut-être l'occasion justement de le revoir, quoi. Mais pour le moment, j'ai pas eu l'occasion. J'ai pas eu l'occasion du tout. Ouais, J'aimerais puisque bien moi, essayer, mais je l'ai revu à la lumière de ce que j'ai appris sur Kells et j'ai trouvé ça d'autant mieux en fait. Je ça doit être continue, en intéressant, fait, ouais. le chat Pangurban, Pangurban c'est un superlatif. En Ouais, gaélique, ça signifie plus blanc que blanc. Et ok. en fait, c'est une allusion à un poème gaélique où un scribe loue l'habileté de son chat à chasser les souris. Il est habile comme lui est habile à tracer des caractères sur une feuille. Voilà. C'est un poème du 9e siècle. Alors, la petite fée Aisling est une allusion au Tuatha de Danann, sur lequel vous aviez déjà Et fait oui, une chronique sur l'Irlande, donc les anciens dieux celtes de la l'Irlande. fameuse tribu de Dana. Aisling, signifie rêve ou vision, et c'est aussi le nom d'un poème allégorique au XVIIe ou XVIIIe siècle, où Ouais. en fait on a une apparition de l'Irlande qui vient réconforter les héros morts ou les hommes en perdition. Je ne sais pas. C'est un genre assez typique de l'Irlande.
La relation entre les deux enfants, donc Brendan et Ashley, est une allégorie de la relation entre le christianisme, la mythologie chrétienne et la mythologie celtique, qu'on retrouve dans de nombreuses histoires mettant en scène les amours de mortels et de fées. Il y a deux types d'histoires et généralement elles sont jouées à l'échelle. Donc Ouais. là, le conte morganien, c'est-à-dire quand un mortel se trouve piégé dans l'univers des fées. Parce que le problème, c'est que le temps ne se déroule pas de la même manière et généralement, Et oui. il finit trop vieux quand il veut rentrer chez lui. Parce que 3 jours dans le pays des fées revient à 30 ans ou 3 siècles chez les humains. Horrible ça. En allusion à la fée Morgane, donc, qui retenait ses amants prisonniers dans le Val sans retour. À l'inverse, le trope mélusinien, en rapport avec la fée Mélusine, c'est Ouais. là la fée qui migre dans le monde des humains, mais en fait, elle pose un interdit à son amant qui se doit de respecter s'il veut la garder. Donc c'est le cas de Mélusine qui Ok. épouse Raymondin, le comte du Poitou, dont elle devient la figure tutélaire d'ailleurs. Tous les comtes du Poitou se sont réclamés d'elle ensuite par la suite. Et il ne devait pas la voir le samedi parce que chaque samedi, elle se changeait en femme serpent. Et bien sûr, l'imbécile a transgressé cet interdit, donc elle a fini par partir et on la voit juste errer autour du château de Lusignan certains soirs et bien sûr pousser les imprudents dans des puits ou d'autres actions maudites de ce genre, mais aussi veiller sur les enfants de Lusignan parce qu'elle a laissé 10 descendants qui tous portaient un signe distinctif qui attestait de leur nature féerique. Alors sachez que tous les souverains de toute façon se sont réclamés d'une origine divine ou féerique. Voilà, pour dire qu'ils étaient puissants et se lier à un dieu aussi, comme les Plantagenets prétendaient se descendre d'une démone, par exemple. Ah oui, c'est classe. Voilà. D'accord. Je passe au monstre Cronkrulak. Alors, en vieil irlandais, ça veut dire le sinueux du tertre. Ouais. Il était généralement représenté comme une idole entourée de 12 pierres. Et la tradition chrétienne en a fait une divinité de la fertilité auquel on sacrifiait les premiers-nés en échange de lait et de grains. Bon, en réalité, c'est un petit peu plus compliqué comme ça parce qu'on l'a présenté comme un dieu très cruel. En réalité, c'était bien un dieu cruel, mais qui était ça fait référence à un mythe cyclique. Chaque année, en fait, le dieu Luc devait vaincre Cronkrulak sans le détruire totalement. En fait, il devait plutôt apprendre à le maîtriser par des sacrifices. D'ailleurs, Luc a été assimilé à certains moments à l'archange Saint-Michel, que la tradition chrétienne a fait du combat contre le dragon ou le serpent la victoire du bien sur du mal, alors que c'est plutôt dans la temporalité cyclique celte ou païenne, en général, un mal temporaire qui revient chaque année. C'est un mythe, et qui est souvent associé à l'été et aux orages, en fait. D'accord. Le serpent et le dragon est celui qui retient les eaux. Donc, pour faire cette chronique, je me suis surtout servi du livre de Bernard Mial, qui est qui a été conservateur au cabinet des estampes du Trinity College. Et c'est très intéressant tout ce qu'il a écrit. Si vous trouvez son livre, n'hésitez pas à le consulter. Il s'appelle Le Guide. Et sinon, si vous aimez, oui, parce que à propos du livre du film Brendan et le secret de Kells, il y a des imbéciles sur Internet qui ont dit que c'était un film qui stigmatisait les Vikings, puisqu'on les voit juste comme d'affreuses bêtes à cornes. Mais c'est bizarre quand même de dire ça. C'est bizarre, oui. Ça n'existe plus. Oui, mais que veux-tu Oui, les gens, ils sont bizarres. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était anti-chrétien parce que ça a exalté trop le paganisme, bref. Ou alors que c'était raciste parce qu'on voyait un moine noir qui était mal dessiné, ou d'autres personnes qui ont dit qu'il n'y avait pas de noir à l'époque. Bon, en fait, les moines... Oui, c'est les débats classiques des humains du XXIe siècle, quoi. J'ai l'impression. Voilà, c'est ça. En fait, le réalisateur a expliqué qu'il avait fait des moines de différentes couleurs, justement pour expliciter le caractère cosmopolite de Kells. Et parce qu'il y avait des contacts en Asie et en Afrique. Et ensuite, qu'il avait fait des vikings bestiaux parce que c'était quand même un peu normal que les gens qu'ils ont massacrés ne les considèrent pas bien. Et on est un petit peu peur. C'est clair.
Et d'ailleurs, pour terminer, si vous voulez une histoire moins tragique que 2 moines et 2 vikings, je vais vous proposer la bande dessinée Les 7 missionnaires, scénarisée par Alain Hérol et dessinée par Luigi Crichton. Je ne sais pas si vous la connaissez ou Bah, sinon moi, je la si- possède, donc oui, je la connais. Redis le nom, pardon? Les 7 missionnaires. Alors, Non, je vais pas vous du tout. expliquer. En Ça fait fait, ça partie se passe. du truc des. C'est une série de bandes dessinées où, en gros, à chaque fois, tu suis juste 7 personnages dans une thématique bien précise. Ok. Et là, en l'occurrence, c'est 7 missionnaires. Et c'est assez cool. Voilà, je vais vous raconter l'argument et vous poser le cadre. Ça se passe donc en Irlande, au 9e siècle. C'est l'histoire d'une communauté de 7 moines qui, en fait, vivent tous dans le péché, puisque chacun a son péché capital de prédilection. Voilà. Ah, Le père supérieur est supérieurement orgueilleux, l'économe est avare, un des frères se met en colère et casse tout. Voilà, un autre ne pense qu'à courir les jupons pour la luxure, un autre se gave, vous voyez un peu. Et pour obtenir la rédemption de leurs péchés, ils vont être envoyés, évangélisés de féroces guerriers vikings. Et ils vont réussir justement grâce à leur vice, en fait. C'est toute l'ironie de ah, l'histoire. ok. Trop marrant. Qui n'est pas sans fondement en plus dans la réalité, puisque bon, les Vikings se sont bien convertis peu à peu au christianisme, et pour des raisons assez bassement matérielles, pour pouvoir Comme tout le mieux monde, en fait. commercer. Voilà. Ok. Bah, merci du petit conseil BD qui est une très bonne bande dessinée. Je pense que c'est la meilleure de la saga des 7, à dire vrai. Ok. Ben évidemment, puisque c'est quand même le scénario et la plume des rôles qui font tout. Hein. Non seulement c'est très drôle, mais c'est très bien écrit, ce qui est assez rare de nos jours quand même. C'est C'est vrai le que je principe. connais ni le dessin animé, ni la BD, et je connaissais pas le livre de Kells de base. Par Ah contre, ouais, je connaissais la bibliothèque de Trinity College qui est magnifique, genre vraiment belle, et qui a Ah, tu inspiré y la allais? bibliothèque. Non, jamais, jamais, malheureusement. Et celle qui a inspiré la bibliothèque du Temple Jedi. Ah, je pensais que tu aurais dit la bibliothèque de Poudlard, parce que ça ressemble plus au temple Jedi quand même, effectivement, parce que t'as vraiment ces grandes allées avec les bustes de Ouais. chaque côté. Et Ah dans d'accord, Star Wars, comme ça. chaque buste représente un des Jedi disparus. Mais oui, ça a vraiment servi de source Et, d'inspiration. c'est vraiment une bonne source d'inspiration. Alors que dans Harry Potter, il n'y a pas beaucoup de choses qui ressemblent à cette bibliothèque-là, je trouve. C'est possible qu'il l'ait utilisé aussi comme source Je, d'inspiration, je- de toute je façon, suis je pas crois. sûr. En tout cas, là, j'ai le visuel en face de moi. Il y a rien qui me rappelle Harry Potter. Il y a presque plus un côté, ouais, Là. presque, enfin, pas Heroic Fantasy, Space Opera, quoi, dedans. Les Ouais. dimensions monstrueuses, Ouais. ce côté art, je sais pas, j'ai envie de dire art nouveau, mais j'y connais rien. Enfin, en tout cas, il y a un truc moderne sans être moderne dedans. C'est assez intéressant, je trouve. Mais ça fait très Star Wars, quoi. D'ailleurs, on peut comparer. Hein, tu mets bibliothèque, temple Jedi. Je pense que vous pouvez vous amuser à faire ça chez vous, chers auditeurs, et vous avez c'est la même chose, Même mais chose. avec des trucs holographiques à la place, quoi. Vraiment, bah, il y a tenez, sur Reddit, il y a une photo qui compare l'ensemble. Ouais, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment un copier-coller, limite. C'est un copier-coller, hein, c'est vraiment, il a dû se dire, je vais faire ça, quoi. Oui, effectivement, ça y ressemble. C'est très, très C'est la pour même, très, hein. sauf que c'est du numérique. C'est ça, sauf que c'est une bibliothèque numérique à côté. Et à propos de bibliothèques du futur, on vous renvoie aux autres chroniques des semaines qui parlent des bibliothèques du futur dans l'espace, Ah etc. oui, elle était vachement bien cette chronique. Et oui, tout à fait. Et à propos de chroniques qui sont vachement chouettes, tu en as une aussi, Nico, dans tienne ton panier depuis un petit moment, il me semble. Tu veux pas faire la tienne avant? Non, 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 vas-y, tu peux faire la tienne, voilà. Non, ok, ça marche. Je me sacrifie. Je préfère que vous Oh, qui avez. ça me fait de la peine. Moi, je pourrais la faire à un autre moment. C'est pas grave, elle est écrite depuis un petit moment aussi, mais Ça me fait de la peine ce genre de mais sacrifice. vous inquiétez pas. Alors, on ne sait pas, chers auditeurs, s'il y aura une chronique de moi aujourd'hui ou pas. Oh, Enfin, trop de vous le suspense. savez. Vous le savez parce que vous avez le titre. C'est écrit Mais, dessous, mais pas pour nous. mais Non, pas enfin, pour vous, y a oui, rien il y a écrit. trop de suspense. Moi, j'ai une petite question Oui. pour vous, et ça me fait Ouais. plaisir qu'il y ait un peu de monde, enfin qu'on soit plus de deux ce Qu'on soit soir. plus de deux, oui, parce que ça a failli être le cas d'être deux. Est-ce que vous avez déjà observé un ovni? Ah, non. Moi, j'ai déjà vu un phénomène paranormal, mais je pense que c'était pendant un orage, donc c'était assez normal. Mais à l'époque, il m'avait semblé bizarre. Ah ouais, c'est vrai que ça peut paraître surprenant. Moi aussi, j'ai un Le peu seul truc à la rigueur d'OVNI que j'ai vu, mais c'était pas vraiment un OVNI au final, c'était le lancer de satellite de Elon Musk en 2020, oh! où il y avait toute une traînée de lumière dans le ciel, plein de petits points très proches qui se suivaient à la queue leu leu, il y en avait une centaine. Et tu sais, t'es là comme ça, tu vois les étoiles, et puis d'un coup tu vois un truc qui fait bzzz, et Waouh! c'est très très lent, et là tu fais mais qu'est-ce que Impressionnant. c'est que cette chose? Et je me souviens avoir regardé sur internet et les gens me disaient oui, c'est en ce moment des satellites de gna gna gna. Et je fais ah ok d'accord, bon c'est ça.
C'est assez utile. Voilà. Ouais, moi, j'ai une anecdote un peu nulle, mais je sais pas si je la raconte ou pas Oh sur bah vas-y, t'as vu un je ovni? l'ai dit il y a 10 jours. Ouais, en fait, Il y a j'étais en 10 jours? voiture il y a 10 jours à peu près, oui. Genre, on était en voiture et puis à un moment, il y a je vois une boule argentée dans le ciel. Tu vois, genre, elle Oh. se déplace à plusieurs dizaines de mètres et elle avance et je me dis tu vois, je hurle, je fais: «Ah regardez, il y a un ovni!» Et Mais alors? c'était la lune? Non, c'était pas la lune, c'était en plein jour et en fait, par Ah. chance, la boule allait dans notre direction et là, elle se rapproche et je vois que la boule prend une forme de cœur et je vois une tige en dessous et en fait, c'était un ballon gonflé à l'hélium Oh c'est triste. qui Ah a dû non, c'est s'échapper de je j'ai ne sais pas quoi. Mais de loin, c'est hyper chelou, tu sais, tu vois vraiment une boule, Ah ouais? argentée qui vole, c'est impressionnant. Tu m'étonnes. Bref, du coup, en fait, ce que rien à voir. j'ai vu un phénomène astronomique, assez, ces derniers jours. Je pense que vous l'avez vu aussi, Vénus et Jupiter qui Ouh là. étaient en conjonction, Oh! qui étaient toutes proches l'une de l'autre, puis qui se sont éloignées. On voyait deux points très lumineux, Ah ouais? vers l'horizon. Ça doit être impressionnant à voir. Et tu as vu ça toi? Moi Bah oui, j'ai vu ça. pourtant j'ai un ciel étoilé, j'ai pas f enfin après tu me diras, je sais même pas comment reconnaître Vénus et Jupiter dans sur le Il y a sur le peut-être ciel trop donc. d'étoiles, oui. Moi, comme je suis dans une ville, Ah oui, moyenne en ce moment, les plus grosses. j'en vois pas énormément, donc Ouais, non, mais donc là, j'étais je les en ville, voyais on très on bien. voit pas du tout, hein. En ce moment, la constellation que je vois le mieux, c'est Orion qui est juste en face de chez moi, de ma fenêtre, donc Ah mais voilà. j'en connais les ça c'est impressionnant. Moi je suis incapable déjà, Ah bah pareil, je pareil. dois en voir 2 ou 3 par nuit des étoiles au grand maximum. Alors qu'en Ardèche, j'imagine que tu dois voir vraiment un ciel dégagé Moi avec j'ai un ciel, dégagé, mais du coup j'ai trop d'étoiles d'une certaine manière puisque je ne peux pas les reconnaître. pollué par les étoiles. Pollué par les étoiles et tout. C'est chiant quoi le ciel étoilé, mais préférons la pollution lumineuse et de brouillard. À Paris, on ne voit rien du tout, en fait. On voit quand Non, j'habitais dans le je sais bien. 93, je voyais juste, Le la fait. lune qui avait l'air de faire perpétuellement la gueule dans un nuage de pollution, donc c'est quand même Eh oui. Bref, du coup, Enfin, moi je je suppose voulais que t'es pas là pour pas nous parler parler de de pollution d'étoiles. lumineuse, ni d'étoiles et tout. En fait, même on s'éloigne du sujet, vous êtes trop terre à terre, là, je suis un peu déçu. Parce que vous avez jamais fait de rapprochement entre un ovni et des extraterrestres. Eh oui, c'est vrai Et que parce que tu vois, genre, quand on parle d'OVNI, tout de suite, ce qui nous vient à l'idée, c'est c'est les aliens. terrestre. Et au final, mais Oui, c'est même, vrai. tu vois, quand j'étais confronté à ma boule lumineuse, argentée, j'ai même pas pensé aux extraterrestres. Non, c'est vrai. Ah Ouais, merde. je te jure. Je lui dis: «Il y a un truc bizarre». Tu pas dit il y a des extraterrestres en pointant du doigt quoi. Mais il y a des gens qui pensent que, bah, les extraterrestres et les ovnis, c'est un petit peu lié. Et on va parler de ça aujourd'hui. Oh. Déjà un petit disclaimer, on va aborder la spiritualité contemporaine et ça, c'est quelque chose qui est toujours très complexe. Mmh. En fait, on croit tous et toutes en certaines choses qui sont invérifiables à différents degrés. Et on est tous et toutes séduits et sensibles à certaines explications qui s'accordent avec notre propre vision du monde. Dans certains cas, en fait, ces croyances s'inscrivent dans la construction de notre individualité. On les fait siennes, on se les approprie tellement que toute interrogation ou remise en question devient de plus en plus difficile à concevoir. En fait, il n'y a plus beaucoup de place au doute et la curiosité s'efface au profit d'une certitude qui va devenir une part de notre identité. Ça, c'est des constructions mentales sur lesquelles j'aime bien lire parce que, au final, il y a pas mal de parallèles qui peuvent se faire avec notamment les stéréotypes et les idées reçues. Et j'imagine que vous savez que c'est quelque chose qui m'intéresse assez. Bah oui, bien sûr. Et en plus de ça, je crois qu'on a déjà parlé un peu de croyances contemporaines ensemble, quand j'ai dû parler de conspirationnisme à propos de l'archéologie, de la cryptozoologie ou du Oui. chamanisme. Et du chamanisme aussi, ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui revient régulièrement finalement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment ce parallèle, tu vois? Genre même, enfin moi j'aime bien, comme tu sais, le contact entre, Ouais. des mondes, la confrontation à La l'altérité. confrontation entre 2 mondes quoi en fait. C'est ça et bah, on voit que, bah, il y a des constructions mentales un peu qui se retrouvent. Alors je précise quand même que je respecte totalement la liberté de chacune et de chacun de croire. C'est vraiment pas, mon but de débattre, de ça. En fait, mon but, quand je parle de ça, c'est seulement d'inciter à ne pas délaisser, cette curiosité, en rapportant notamment d'autres points de vue et notamment une partie de l'état de la recherche, sur ces sujets. On soit Mmh. d'accord, tous ensemble ici, il existera toujours une part d'inconnu et de mystère et ce dans à peu près tous les domaines qui existent et avoir une réponse à tout, bah, ça restera un but qui est inatteignable. Alors aujourd'hui, pour entretenir cette curiosité sur des sujets un peu étranges, je vous propose de parler ovni, extraterrestres et on va aussi rajouter, culture native américaine, hein. Ça vous va? Yes! Allez. Oui.
On met tout dans le checker et on secoue. C'est clair. Alors, on va un peu détailler les ingrédients quand même. Déjà, pour mettre un peu de contexte, je suis tombé un peu par hasard sur un livre qui s'appelle le Handbook of UFO Religions, qui a été publié en 2021 sous la direction de Benjamin Zeller. Alors, me demandez pas comment je peux tomber par hasard sur ce genre de choses, même moi j'ai oublié. Donc, il s'agit d'un état des lieux de plus de 550 pages, des études sur les croyances qui sont liées aux extraterrestres d'un point de vue religieux. Donc ça inclut les mouvements sectaires et la spiritualité contemporaine. Et ça parle aussi de leur origine et de tout le folklore actuel autour des ovnis et des aliens. Oh. Donc c'est sur cet ouvrage que je vais me baser, et en particulier sur son introduction et un chapitre intitulé Aliens Among Native Americans, point d'interrogation, qui a, comme vous vous doutez, titillé un peu ma curiosité. Tu m'étonnes. Donc, j'ai pas lu tout le livre parce qu'il est quand même très costaud, c'est vraiment 550 pages d'études scientifiques, donc c'est voilà, c'est pas... Le lire de temps en temps, c'est chouette, parce que c'est très varié, mais par contre, oui, je l'ai pas du tout fini, et je sais même pas si je le finirai un jour, c'est juste pour s'y référer des fois de temps en temps, ça peut être sympa. Alors, ce Benjamin Zeller, c'est un chercheur américain en religion contemporaine et alternative. Donc ça, c'est vraiment son sujet d'étude. Et ses sujets de prédilection, en fait, c'est tous les liens qu'entretiennent les nouvelles croyances avec le monde actuel. Donc, c'est-à-dire la science, le marketing, la culture populaire, etc. Donc il s'est beaucoup intéressé aux sectes, mais aussi à d'autres sujets comme, par exemple, le millénarisme dans l'œuvre de Lovecraft, qui est assez stylé. Le chapitre dont on va parler un peu aujourd'hui, Aliens Among Native Americans, il a été rédigé par quelqu'un qui s'appelle Paul Myrie, qui est pasteur et professeur de théologie, et qui étudie aussi un petit peu tout ça, donc la manière dont se créent les croyances contemporaines. Donc ça fait un petit peu ancien régime d'être pasteur et chercheur, mais pour les Américains, ça va, ça a l'air d'être normal. Ouais, c'est normal. Donc si vous voulez dire tout ça, je mettrai la référence dans un commentaire en bas. Bien sûr. Donc l'intérêt pour les ovnis, il est assez indéniable à notre époque. Il existe un folklore qui est très riche et qui se retrouve jusque dans le grand public. C'est un sujet dont tout le monde parle à peu près un peu tout le temps. Que ce soit dans les films, les séries ou même entre amis ou quoi, c'est vrai que ça arrive assez régulièrement. Il y a de nombreuses reprises, il s'impose même en politique. Donc il y a quelques exemples qui sont assez intéressants, comme la promesse de la candidate Hillary Clinton en 2016 de rendre public tous les dossiers cachés de la zone 51. Ok. On a aussi en 2019 l'ancien président polonais Lech Walesa qui parlait de visiteurs extraterrestres qui étaient sur Terre. Et plus récemment, donc je rappelle on est en mars 2023, en janvier ou février 2023 je sais plus, mais il y a la Maison Blanche qui a dû admettre que les ballons qui avaient été abattus par l'aviation américaine n'étaient pas d'origine alien. Ah. Je sais pas si vous avez suivi ça. Pas du tout. Mais t'imagines quand même que la Maison Blanche a dû dire, parce qu'il y a des gens vraiment que ça inquiétait, que ce soit potentiellement des trucs extraterrestres. En fait, on est bien là face à des cas de croyance, où est présupposé en amont d'un questionnement une réponse que l'on pourrait résumer à les ovnis sont liés à des entités extérieures à notre monde connu. Les concepts, ils sont extrêmement variés. Ça y inclut entre autres, des objets non identifiés qui sont d'origine humaine ou extraterrestre, des vaisseaux spatiaux, des êtres non humains d'origine inconnue, on a aussi des enlèvements, des voyages physiques à travers le temps et l'espace, ou alors des voyages via des méthodes occultes ou spirituelles. Tout ce vivier de concepts, il se retrouve à l'intersection avec la pensée religieuse, où le témoignage merveilleux, le récit de l'extraordinaire, la vision d'une personne ou d'un groupe prend une dimension de vérité. C'est le cas par exemple du gourou Raël, dont l'origine de sa secte se base sur son propre récit de rencontre avec des extraterrestres. En fait, tout ça, ça rend la frontière entre les religions et les dérives sur les extraterrestres et les mouvements qui s'intéressent aux ovnis particulièrement poreuse. Et même des chercheurs ou des personnes haut placées, comme on l'a vu par exemple avec l'ancien président polonais, ne sont pas à l'abri d'adhérer à ce type de croyances. Et ce qui est fondamental avec cette mythologie contemporaine, c'est pas qu'elle suit simplement des modèles de construction religieuse, mais qu'elle reflète les mêmes préoccupations profondes que les mythologies traditionnelles, en cherchant à donner un sens à la mort, à la souffrance, à la sexualité, à la place de l'humain dans l'univers, etc. Le langage qui est utilisé par les personnes qui adhèrent à ce genre de croyances suggère aussi une admiration, une passion pour découvrir une vérité,
et un désir quasi ésotérique d'explorer des mystères, donc mystères au sens religieux du terme, c'est-à-dire des choses qui sont cachées aux profanes. L'anthropologue Debra Battaglia suggère que le concept des extraterrestres, il se dessine en réponse aux inadéquations des modèles culturels pour expliquer l'expérience personnelle vécue. En fait, c'est un peu dans cette faille que va s'intégrer ces croyances contemporaines. Ah oui. C'est aussi une réponse aux anxiétés sociales contemporaines sur l'identité, la technologie, la société, l'environnement, etc. Et du coup, en fait, ça permet un rôle culturel similaire à une religion, puisqu'il aide à expliquer la nature de l'expérience individuelle en la reliant à une sphère qui est beaucoup plus large et surtout beaucoup plus structurée. Il y a l'anthropologue des religions, François Gauthier, dont j'ai lu une interview, pareil, un petit peu par hasard il y a 2 jours, qui explique que le succès général des spiritualités contemporaines s'explique par la recherche d'un sentiment d'authenticité et l'importance accordée à l'expérience personnelle. Mais aussi l'attrait pour des rituels quotidiens ou l'expression d'une individualité qui répond au code d'un groupe, un peu de la même manière que les sous-cultures, comme par exemple dans la Ah oui. musique ou des styles vestimentaires, ce genre de choses. Donc, comme dans tout mouvement religieux, avec nos ovnis, on a affaire à une mythologie, à la création de dogmes et à des débats sur l'authenticité des preuves. Mais ce mythe possède une couche supplémentaire puisqu'il transparaît dans les médias et la nouvelle technologie qui va fournir alors des modèles de croyances à suivre à des consommateurs. Benjamin Zeller, il identifie 4 modèles de construction de croyances sur les extraterrestres. En premier point, on a le scientisme, c'est-à-dire une forme de religion de la science ou de la technologie, ou encore lorsque la science devient elle-même une forme de religion. La science est notre religion, c'est une citation, par exemple, du mouvement raélien. Et dans ces cas-là, en fait, tout ce qui va être Bible, textes sacrés, textes anciens, traditions, traces des anciennes civilisations, vont être vus à travers une vision du monde qui est technique et scientifique. Un autre exemple, pour la communauté Starseed, dont les membres sont persuadés d'être des âmes extraterrestres incarnées sur Terre, l'ADN, donc ce qu'on a dans nos gènes, ça prend une Ouais. dimension de prédestination ou de destin au sens où on l'entend dans les religions anciennes. Du coup, en fait, ça fait que des concepts scientifiques servent à organiser un mouvement et à mettre en avant, voire flatter certains individus. De fait, la science n'est plus vue par le prisme académique, de la recherche par exemple, mais devient une sorte de moyen magique d'accéder à une justice ou à une vérité par exemple. C'est à mettre en lien avec bien sûr nos modèles de société actuels, avec tout ce qui va être modernisation, sécularisation, rationalisme, recherche du progrès, de l'efficacité, de la productivité, etc. Et Ce n'est pas cet du tout appel... une vision rationnelle de la science. Oui, mais c'est ça, en fait, c'est exactement ce que j'allais Quel dire. En fait, paradoxe quand même. c'est tout à fait. En fait, cet appel à la science, il démontre aussi un paradoxe qui est assez important, c'est que il appuie des positions qui sont anti-intellectuelles, où les experts et la communauté scientifique sont souvent dénoncés par une sorte de science populaire qui va, elle, être basée essentiellement sur des témoignages. Et du coup, en fait, on est très proche de la pensée conspirationniste, voire réactionnaire, où en fait le but c'est d'arriver à une vérité et non une réflexion sur les moyens qui sont mis en œuvre pour arriver à ce but. En deuxième point, ce sont l'ésotérisme et l'occultisme occidental qui offrent un cadre de croyance aux extraterrestres. L'idée d'intervention d'aliens dans le passé de l'humanité, c'est issu du 19e siècle, tout comme les idées de perception extrasensorielle, de télékinésie, de capacité psychique, de téléportation, de fantômes, d'esprits, et voilà, de tout un tas de créatures du 19e siècle. En fait, on a des reprises de ces motifs qui se retrouvent dans la mythologie extraterrestre et ovni. Et tout ça, et c'est déjà présent dans la théosophie, donc il y a un mouvement dont je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus. Donc il y a un syncrétisme qui est fondé par une dame qui s'appelle Helena Blavatsky, et qui sert de base, d'assise aux croyances New Age encore aujourd'hui. En fait, on retrouve dans la théosophie des entités qui sont parfois extraterrestres, qui détiennent des connaissances et délivrent des messages qui sont pleins de sagesse à l'humanité. Ils sont créés et appelés par Blavatsky les maîtres, ou les maîtres ascensionnés. Et ça va être repris par les dirigeantes théosophes qui sont Annie Besant, Alice Bailey, et aussi l'anthroposophie de Rudolf Steiner. Et tout ça, en fait, ça va être lié à une dimension d'évolution spirituelle de l'humanité, qui se retrouve aussi dans plein de mouvements New Age. Par ailleurs, on a l'astrologie, du fait de relier les astres de l'espace à la destinée des humains, qui représente aussi un levier efficace aux croyances contemporaines sur les extraterrestres. Troisième point, c'est le modèle du millénarisme.
Donc c'est-à-dire l'attente d'une salvation collective via un changement massif, brutal ou progressif, voire une fin du monde, voilà, une sorte d'apocalypse. Donc c'est le cas par exemple du passage à l'ère du Verseau, dans la théosophie, l'anthroposophie et le New Age, qui est une sorte d'attente de période de paix, d'harmonie de l'humanité, et parfois du retour du Christ, voire de l'arrivée de gentils aliens pour aider les humains. Et à l'inverse aussi, on peut aussi parler des reptiliens, qui sont des aliens déguisés en humains, selon le conspirationniste David Icke, qui s'infiltreraient dans la société humaine pour la faire chuter un jour de l'intérieur et précipiter la fin de l'humanité. Je sais pas si Et vous avez déjà entendu parler les, des reptiliens, on les les on voit reptiliens, partout oui, sur carrément. internet, Oui, bien sûr. c'est tellement C'est courant popularisé. comme délire quand même. Et les gentils extraterrestres aussi, c'est les Raéliens qui sont un peu dans ce délire-là, non, je crois. Oui, voilà, ouais, mais c'est pour ça, ça revient Et assez même dans souvent. la culture populaire, là, je pense au film Premier Contact de Denis Villeneuve. Mais Les tout à fait, extraterrestres viennent bien donner Il aux vient de donner humains les quelque chose moyens aux de... humains, ouais. c'est exactement ça, Voilà. et Ismet, Ça, ça fait 2 fois que tu anticipes mon paragraphe suivant. Parce que le dernier point que développe Benjamin Zeller, en fait, c'est que ce sont des modèles de croyances qui sont fluides, et qui sont à l'intersection de la culture populaire, où la délimitation entre les faits, la fiction, la religion et le divertissement sont extrêmement floues. Ça peut aussi être des religions ou des spiritualités qui mixent des éléments traditionnels avec la pop culture. Dans de nombreux mouvements, on retrouve des idées qui sont popularisées par des séries comme X-Files, Stargate ou Alien Theory, et qui sont elles-mêmes alimentées par des croyances contemporaines. Et tout ce concept, en fait, s'appelle l'occulture, qui est un néologisme formé de occulte et culture, et qui se retrouve dans la plupart des croyances contemporaines. Par exemple, je sais pas si vous prenez la sorcellerie ou le néopaganisme, avec genre Harry Potter, enfin plein de trucs, Charmed, etc. Ouais. On voit que c'est quelque chose qui se nourrit et est nourri à profusion par la culture populaire. Et au niveau des extraterrestres, ben, comme on l'évoquait un petit peu, en fait, cette occulture les présente souvent comme des êtres sacralisés qui jouent un peu un rôle de divinité, qui interviennent en bien ou en mal dans la vie des humains ou de l'humanité. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept d'occulture, parce que moi je le découvrais en lisant Benjamin Zeller, et c'est assez, enfin je trouve ça vraiment passionnant. Non, en vrai, non. Je pense que comme ça, en tout cas, non. Ok, moi apparemment c'est un terme qui a été... alors je me En fait, rappelle ça me plus. fait beaucoup penser à je connais un YouTuber qui s'appelle Occulture, hein, tout simplement. C'est vrai qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Occulture, oui. Il s'appelle Occulture, mais justement, il parle de la culture de l'occulte, en fait, de manière générale. C'est ça, c'est Mais, exactement ça. mais c'est, du coup, pour moi, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Mais, plus la mais, culture mais, de... mais il pousse jamais, il reste toujours que dans le côté sorcellerie, fantastique, etc. Enfin, en tout cas, je crois. Enfin, parce que je suis de loin en réalité. Enfin, je vous conseille d'aller voir quand même. C'est chouette ce qui. Je dis il, mais je devrais pas dire ça parce qu'ils sont deux maintenant. Donc, mais oui, pour moi, c'est ça l'occulture. C'est la science. Enfin, c'est pas la science de l'occulte, c'est la culture de l'occulte, quoi. Mais c'est exactement ça, comme je Ouais, c'est disais, ça en en fait, fait. Ouais, c'est, la culture de l'occulte, mais aussi, enfin, tu vois, genre, c'est alimenté par les croyances, et c'est assez, ouais, c'est ça en fait. Ouais. assez influx, en fait. Mais est-ce que peut-être que j'anticipe aussi, mais toutes ces néo-croyances, tout ça, est-ce que tout ça c'est pas influencé de toute façon par les croyances passées, parce que au final l'attente d'un messie extraterrestre c'est la même attente d'un messie que t'avais pendant Ouais, l'Antiquité, pendant le Moyen Âge, etc. Est-ce que tout ça c'est Benjamin pas c'est pas tout la même chose en fait? C'est pour ça que Benjamin Zeller, il parle de la mythologie profonde Ouais. inhérente à ça, qui est exactement la même que dans n'importe quelle religion. Ça me Et fait beaucoup penser je digresse, hein, mais en ce moment j'en parle pas mal au boulot, mais ça me fait beaucoup penser au principe du monomythe en fait, où au final tous nos mythes sont toujours plus ou moins un peu les mêmes mythes à chaque fois, quoi. C'est juste qu'on change les mots, qu'on change les noms, qu'on change un peu le scénario, mais au final on se raconte toujours les mêmes choses. C'est ce que tu disais au début, c'est la peur c'est l'angoisse ça. de la mort, l'angoisse de C'est la ça. vie, Au et final, en fait on se donne des les peurs réponses, sont les mêmes, c'est juste c'est les ça, peurs ouais, qui sont inhérentes à Homo à sapiens. l'humanité, quoi. Ouais, c'est ça. En fait on flippe juste notre race et C'est du coup on clair. met des extraterrestres ou des dieux, quoi. C'est ça, n'importe quoi. Donc voilà, maintenant que ce cadre est posé, en fait, qu'en est-il de la présence d'extraterrestres en Amérique, hein, chez les natifs américains? Oui, parce que c'est vrai que c'était Et ça. oui, c'était un peu le but de la chronique, et là, en fait, on a fait que l'introduction. Oui, oui. Je ne ferai donc pas ma chronique ce soir. C'est tacté. Je suis désolé. Non, t'inquiète, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Alors, pour Paul Maëri, il s'agit d'une question qui n'est pas nouvelle. Chaque génération de non-autochtones prétend que les natifs n'ont pas pu parvenir à des cultures aussi sophistiquées sans une aide extérieure.
Donc tour à tour sont invoqués des anges déchus ou des géants de la part des chrétiens, ou alors des créatures surnaturelles extraterrestres, ou des histoires autochtones sur des peuples qui sont venus des étoiles. Un bon exemple, c'est celui par exemple des géoglyphes de Nazca au Pérou, qui ne peuvent être visibles dans leur entièreté que depuis les airs, et qui sont attribués populairement à un contact ancien avec des extraterrestres, beaucoup plus facilement qu'à des manifestations religieuses de culture locale. C'est vrai que même pour plaisanter, c'est une explication, enfin tu vois, même si on en parle d'un ton léger, on peut beaucoup plus facilement parler des extraterrestres plutôt que de cultures dont on a au final que très peu d'informations. Et depuis quelques décennies, tout ça, en fait, toutes ces idées ont gagné en visibilité et en intérêt. Mais l'origine remonte probablement au XVIIIe et XIXe siècle, où certains ont tenté de concilier d'une part la présence des autochtones et avec ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est là où on a un problème, parce que dans la Bible, en fait, il ne parle pas de l'origine des peuples d'Amérique. Donc il a dû fallu interpréter. Et c'est là qu'il y a des théories qui ont émergé. On peut citer par exemple celle qui prétend que les Anakim, une race de géants de l'Ancien Testament, chassés d'Israël, a trouvé refuge en Amérique. On va pas trop s'y attarder parce que en fait j'aurais pas le temps de tout traiter ici, mais Paul Myrie développe ce phénomène qui explique que des géants venus de l'étranger, voire de l'espace, ont peuplé l'Amérique du Nord. Ah Et oui, apparemment, d'accord. ça a été très à la mode au 19e et au début du 20e siècle. Voilà. Comme il Ok. disait, chaque génération a un peu ses délires. Pour les Mormons, il n'y a pas ce principe que l'Amérique, c'est censé être le vrai, l'endroit où Jésus a trouvé refuge ou un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas un... La 13e tribu d'Israël. C'est ça, la Je crois que 13e c'est tribu ça. d'Israël, Ouais, voilà, ouais. c'est ça, ouais, exactement. Oui, tout à fait. Ça rejoint un peu Et je le pense qu'à mon avis schmilblick. que les Mormons, en plus, ça doit dater de par là, hein, genre Bah c'est ça, 19e. ouais, c'est 19e, c'est pour ça que ça a popé dans ma tête. Je me permets de te couper du coup, vu que je sais que je ferai pas Oh, de bah, chronique maintenant, je suis en mode, on s'en fout. balèque, vas-y. On Ça peut va durer pour toute la nuit, je m'en fous. Pardon, Donc en fait, désolé. tout ça, ça a quand même une origine probable, en fait. La cause est probablement due à la fouille de tumulus qui se retrouvent en très grand nombre en Amérique du Nord et qui servaient entre autres à l'inhumation de personnes de haut rang ou pour des rites religieux, et ce depuis le 2e millénaire avant notre ère. Et il y a une époque où la Smithsonian Institution payait pour des artefacts d'origine native américaine. Et du coup, il y a une course au profit qui s'est engagée, avec une volonté de trouver Ouais, ou fabriquer de toutes pièces des artefacts toujours plus sensationnels. Et parallèlement à ça, on a eu le désir scientifique d'expliquer l'origine des peuples natifs américains, et la volonté des chrétiens de les relier à la Bible. Donc du coup, l'explication des géants, c'était un moyen complètement raciste de combler toutes ces interrogations, et d'expliquer la présence des tumulus retrouvés à travers le continent, qui n'auraient bien sûr pu être construits que par des peuples aux capacités extraordinaires. bien sûr. Alors, tout ça, en fait, je crois qu'il me semble, mais je suis pas sûr parce que j'ai pas vérifié, mais que j'en parle un peu déjà dans ma chronique sur le complotisme en archéologie. Il me semble aussi, ouais. Et tout ça, Oui, c'est un tu peu en avais relié. parlé. Ah, merci Sven. Et Oui, tout oui, ça, en fait, c'est juste nier l'histoire des peuples colonisés au profit d'explications qui sont flatteuses pour les colons. bien Donc voilà, sûr. on va pas en parler plus que ça. À la place, je vous propose de parler de deux autres choses. Le peuple des étoiles Oh, et les pétroglyphes en Amérique du Nord. Le Star ah, People ou le Sky People se retrouvent dans de nombreuses histoires de culture native américaine. Il est évoqué une sorte de lien entre des groupes humains et des êtres métamorphes qui leur auraient apporté un système de société et des rites sacrés. Les Lakota, les Dakota, les Pawnee, les Cree, les Cherokee ont tous des histoires de figures sacrées associées au ciel. Donc vous vous doutez bien que ces êtres venant des étoiles et porteurs de sagesse ont donné à certains l'idée de connexion avec des extraterrestres. bien sûr. Au XXe et XXIe siècle, ces histoires deviennent carrément des preuves de contact entre des peuples autochtones et des aliens. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout cela, me diriez-vous, hein? Comme vous le savez, les différences culturelles sont très marquées entre les peuples d'Amérique et les Occidentaux, les Européens. Les savoirs, les connaissances se construisent et se diffusent différemment. Et du coup, il peut être très difficile pour une personne non autochtone de comprendre certaines histoires. Et ça, c'est dû à plusieurs conceptions qui sont totalement différentes. Soit le concept de temps, le concept de personne, d'animal, d'être de manière générale, d'environnement, d'astre, en fait, voilà. Tout ce qui est Mhm. observable ou non, d'ailleurs, à l'œil humain. Et le problème majeur, c'est que le vocabulaire et les concepts européens ne permettent pas d'intégrer toute la subtilité d'un système de pensée qui est issu d'une culture différente. Et de fait, ça va réduire la compréhension générale.
Donc rappelez-vous, on a déjà abordé ce sujet avec la chronique sur les Yegwe. Et oui. D'une manière générale, lorsque l'on aborde des histoires et des rituels sacrés de personnes qui ont habité ou habitent toujours en Amérique, il convient d'être précautionneux et prudent. C'est ce que dit Paul Myrie, c'est comme ça qu'il traite le sujet, et voilà, j'encourage à faire pareil. Les premières assertions de cette connexion entre natifs américains et extraterrestres remontent aux années 80, en pleine période où il était courant dans la fiction de parler de contact avec des aliens. On la doit à des auteurs et des chercheurs d'OVNI, comme un homme qui s'appelle Timothy Beckley, qui glorifie, je cite, ouvrez les guillemets, les qualités mystiques qui existent dans le mode de vie des Amérindiens, qui suggèrent fortement qu'il y ait eu un contact avec des intelligences de l'espace. Fermez les guillemets. En fait, Timothy Beckley, il va faire un lien entre la spiritualité et les contacts mystiques avec des extraterrestres et les capacités paranormales de soins et de télépathie avec des Amérindiens. Donc on rejoint un peu l'idée du 19e siècle qui suggère que les peuples autochtones ont bénéficié d'une aide extérieure pour développer leurs capacités. Et d'ailleurs, on retrouve chez certaines personnes des phrases du genre s'ils ne sont pas très avancés technologiquement, ils sont au contraire très avancés, mais spirituellement. Vous voyez tout le relent de colonialisme et de jugement de valeur qui se cache derrière ce type d'affirmation. C'est ce que disaient les Lévi-Strauss aussi, mais d'une manière un peu plus d'une manière différente, oui. Oui, parce que du coup, moi, je l'avais vraiment lu comme ça, mot pour mot, et puis je me suis dit, mais c'est raciste, en fait. Et certains, même parmi les natifs américains, véhiculent aussi ce genre d'idées. Dans son livre The Sacred Ways of a Lakota, publié en 1990, Wallace Black Elk évoque un chaman, oui, je me suis pas trompé sur le terme, il évoque bien un chaman, qui a aperçu un disque volant, silencieux, qui s'est soudainement allumé, comme avec des néons. Il a atterri, et de petits extraterrestres télépathes en sont sortis, et le chaman a pu communiquer avec eux. L'auteur dit aussi que les scientifiques contemporains ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont perdu le contact avec la sagesse, la puissance et le don. Ah oui, logique. Chief Golden Light Eagle, un autre natif américain, offre des enseignements de sagesse venant du peuple des étoiles, qui inclut des figures traditionnelles Lakota, mais aussi Bouddha, le dieu égyptien Thoth et la divinité hindoue Krishna. Ah, ça fait du monde quand même. Ça fait pas mal de monde. Voilà, donc cette personne, comme vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui interprète des histoires ancestrales via une sorte de prisme New Age. J'allais dire somme toute assez classique. Oui. Mais si l'interprétation extraterrestre suit des modèles occidentaux de croyances contemporaines, un peu comme on a vu au début, à quoi correspond initialement le peuple des étoiles, dans l'imagination et les récits autochtones? Chez les Lakota, il existe des entités métamorphes sacrées liées au ciel et qui transmettent des rituels. On a par exemple l'histoire de la White Buffalo Calf Woman qui a appris des rites sacrés aux humains. Donc elle appartient à la terre, mais également au ciel. En fait, elle est à cheval entre les mondes. C'est elle qui donne les rituels grâce auxquels les populations peuvent trouver l'harmonie avec l'environnement, mais également entre eux. Chez les Dakota, il s'agit d'une entité métamorphe d'apparence humaine et qui peut se changer en un veau blanc et qui est venue donner au peuple la pipe sacrée et les cérémonies qui sont associées afin de pouvoir vivre en harmonie avec le ciel et la terre. D'un point de vue extérieur, en fait, ce type de figure, ça peut être difficile à concevoir. Ça peut facilement être assimilé à des figures sacrées d'autres cultures ou alors réinterprétées pour paraître un peu plus compréhensible. Il s'agit d'une tendance qui est connue en anthropologie, qui consiste à concevoir quelque chose par le biais de sa propre culture, mais de fait, ça l'extrait de son contexte initial. Ou du moins, ça ne permet pas de le prendre totalement en considération. Afin d'en avoir une conception moins incorrecte, il est nécessaire de s'interroger soi-même, ses propres biais culturels, et aussi de faire preuve d'humilité. Une grille de lecture qui est non autochtone représente un risque qui est celui de mal comprendre et déformer une figure sacrée, une histoire, un rite, etc. Les exemples ne manquent pas, et un jour je vous parlerai du smudging, probablement. Le fait de brûler de la sauge. Mais chut, pour plus tard. Oh, trop bien. En fonction de la culture de l'observateur extérieur, la White Buffalo Calf Woman devient par exemple une figure sainte, une déesse, une figure de protection, voire, bien entendu, la preuve d'un contact avec les extraterrestres.
Elle est parfois liée à des versions millénaristes dans laquelle elle annonce la venue des extraterrestres sur Terre pour régler les problèmes de l'humanité, purifier le monde et rétablir l'harmonie et l'équilibre spirituel. Cependant, affirmer et réaligner des histoires et l'imaginaire religieux des cultures autochtones sur ceux des non-autochtones, eh bien c'est également un moyen de plus par lequel des personnes peuvent s'approprier et utiliser des histoires et des rituels à leur propre fin. Mais comme on l'a vu, c'est un peu plus nuancé que ça, parce qu'il y a certains natifs qui revendiquent également une origine extraterrestre à la White Buffalo Calf-Woman, et aussi à d'autres personnages. Des groupes de chercheurs en ovni ont par exemple été invités en 1996 dans une réserve Sioux par Chief Golden Light Eagle lors d'une conférence sur le savoir transmis par le peuple des étoiles. Et en soi, il faut le reconnaître, même si les motivations et la manière de faire sont extrêmement discutables, c'est un moyen de faire connaître la culture autochtone. Alors probablement pas le meilleur, mais ça contribue à faire connaître la culture autochtone à un large public. Ok. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut malheureusement reconnaître, c'est un peu embêtant, mais c'est comme ça, parce que ça permet à des gens qui sont pas habitués à la culture autochtone de s'y intéresser. Ça peut être une Ouais. porte d'entrée aussi. Ça peut être une Oui, porte mais c'est d'entrée. Enfin, ce n'est pas vraiment la culture autochtone, c'est une vision Oui, totalement déformée. tout à fait, Ouais, je mais suis parfois d'accord. ça permet aussi si tu décides de t'y intéresser pour de vrai, tu peux te rendre compte après de ça. C'est une porte d'entrée. C'est un peu comme si tu rentrais par la porte de jardin, Voilà, mais c'est peut-être que ça. aujourd'hui je fais des métaphores incroyables. Mais peut-être qu'à l'intérieur tu te rends compte qu'en fait c'est pas comme ce que tu avais imaginé depuis la fenêtre, quoi. C'est un peu ça. Putain, En fait, fatigué. c'est ça. Non, tu crois rentrer dans la maison, mais c'est l'abri jardin. Oui, Un c'est truc l'abri comme ça. jardin, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Donc la manière d'interpréter les récits sur le peuple des étoiles et de comprendre les rites et les histoires, avec cet exemple de la White Buffalo Calf Woman, varie selon les objectifs des auteurs. Et en fait, ça, c'est fortement dû au passage d'une tradition et d'un mythe qui est originellement oral à l'écrit, qui ouvre aussi à un plus large public et donc aussi à une plus grande interprétation. Pour Paul Myrie, il serait probablement préférable de laisser ces interprétations aux peuples autochtones eux-mêmes, qui considèrent ces histoires comme sacrées et constituantes de leur culture et de leur univers religieux. Ce sont eux qui ont reçu et qui ont conservé ces histoires, et ce sont eux qui peuvent y trouver un sens. Les interprétations autochtones seront toujours plus subtiles que celles des occidentaux, et même s'il existe plusieurs variantes d'une même histoire, comme on l'a vu par exemple avec les Lakota et les Dakota, il n'est jamais question de trouver une véritable version. Au contraire, chaque version peut être perçue comme entièrement correcte et coexister. Par contre, une personne non autochtone pourrait affirmer qu'il y a des extraterrestres là où il n'y en a pas dans les histoires. Et peut-être, au contraire, manquer les endroits où des extraterrestres se cachent. Oh, Alors c'est même pas de moi, c'est vraiment Paul Myrie qui a écrit ça, et je trouve cette ouverture assez c'est classe. assez classe comme ouverture, ouais, c'est vrai. Bah oui, parce que du coup, en fait, on n'aurait même pas les codes pour, pour savoir, pour Alors, reconnaître. de toute façon, Allez, il est temps de passer à notre dernier sujet. On dirait que c'est 3 chroniques en une. Des pétroglyphes, peintures rupestres et autres structures terrestres se retrouvent à travers toute l'Amérique. Leurs formes sont variées, allant d'animaux stylisés à des images plus abstraites. Et bien entendu, tout cela est selon certains l'œuvre d'une influence extraterrestre. J'ai l'impression de faire le début d'une émission un peu nulle, c'est sur... c'est ça, c'est sur RMC un peu, tu Ouais, sais. c'est clair. Rien qu'en Amérique du Nord, il existe environ 1 million de vestiges de tertres et de tumulus, de peintures rupestres et pétroglyphes de taille variable. Donc les peintures rupestres, elles se trouvent bien sûr sur la surface de la roche, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Marc, tandis que les pétroglyphes sont taillés dans la roche elle-même. Les géoglyphes, comme à Nazca, au Pérou, en fait, ce sont des dessins qui sont à même le sol. Les pétroglyphes d'Amérique du Nord représentent souvent des animaux et sont situés au sommet des falaises ou des montagnes ou alors près des sources d'eau. Les tertres et tumulus sont faits à partir de terre et de pierres façonnés de manière à former une colline artificielle aménagée, mais ils peuvent aussi prendre la forme d'animaux, de formes géométriques ou de structures plus complexes ou imposantes. Nous n'en savons que très peu sur les motivations des peuples qui ont créé de tels édifices. Et en fait, c'est dans ce gouffre de l'inconnu que certains n'hésitent pas à combler avec des présences extraterrestres. En fait, il est très difficile pour certains systèmes de croyances de laisser des vides, des interrogations ouvertes, ce qui peut être compréhensible. Et il est tentant du coup d'interpréter cela comme des preuves d'une connexion entre peuples autochtones et aliens. Ouh.
Au moment du contact, alors attention, c'est pas le contact avec des extraterrestres, on est d'accord? Oui, ça prête à confusion maintenant. Ouais. Oui, je me suis mis un petit point d'exclamation juste à côté quand j'ai écrit ça. Donc au moment du contact, on estime qu'il y avait plusieurs millions de ces structures à travers tout le continent nord-américain. Beaucoup ont probablement été perdues à jamais, détruites par les colons, pour pouvoir créer des champs ou alors des bâtiments. Au XXe et XXIe siècle, une majorité du grand public a encore du mal apparemment à faire un lien entre les cultures natives américaines et les tumulus et les pétroglyphes. L'imaginaire contemporain, le lien avec la culture populaire notamment, et qui implique l'intervention d'extraterrestres dans le passé de l'humanité, y joue pour beaucoup. D'autres personnes prétendent aussi comprendre et interpréter l'iconographie de ces structures, qu'elles pourraient représenter des êtres ou des entités spécifiques autochtones. Certains les considèrent même comme des entités sacrées avec lesquelles on peut avoir des conversations, faire des offrandes, etc. Il faut garder en tête que toute affirmation concernant cette iconographie ou sa signification relève encore du domaine de l'inconnu. Et même les explications autochtones contemporaines doivent être prises avec prudence, juste parce qu'en fait ce ne sont pas les mêmes cultures qui sont à l'origine de ces édifices. Et les interprétations extérieures peuvent être encore plus problématiques, parce qu'elles ne partagent pas de vision de monde commun avec les autochtones, ou même un lien culturel. Et en fin de compte, en fait, nous ne savons pas exactement comment interpréter ces images. Nous ne pouvons actuellement que faire des suppositions sur la base de ce que nous savons des histoires et des rituels connus. Mais cette prudence est parfois délaissée, et il y a plein de personnes, notamment non natives américaines, qui prétendent savoir qu'il existe un lien d'origine extraterrestre. Il est courant de trouver sur internet que les natifs américains ont une connexion avec les visiteurs de l'espace. Par exemple, on a la concentration d'art pariétal dans le Nine Mile Canyon, dans l'Utah, qui est très très joli, je vous recommande de... Je vais aller regarder. C'est très très beau, et c'est souvent avancé comme une preuve de contact alien. En fait, il y a un argument, c'est que les bonhommes, les êtres qui sont représentés, en fait, ils ressemblent pas tout à fait à des humains. Et aussi, des fois, on a des trucs qui sont en forme de disque. Voilà, pensez à des soucoupes volantes. Oui, après c'est un classique de l'art pariétal de ne pas représenter les humains comme des humains. Oui, À oui, moins mais que ce soit toujours des extraterrestres. voilà, c'est ça. Juste d'une manière générale, l'art rupestre en Amérique du Nord est parfois analysé à travers ce prisme de la recherche d'extraterrestres. Il y a des recherches de preuves de liens avec d'autres civilisations, des associations avec des constellations ou alors des planètes spécifiques. Et en fait, l'avènement de l'ère spatiale et les progrès de la technologie ont donné naissance à une multitude de théories qui n'existaient pas, par exemple, au 19e siècle. J'avoue On que là, il y a en a un qui est très chelou. Il a des espèces de cordes sur la tête. Il a un bras qui est pas vraiment un bras. Il a l'air d'avoir une espèce d'arme bizarre et en même temps, il a l'air d'avoir des tentacules à la place des pieds. Oui, voilà, c'est pour ça. Lui, il est chelou. Je le Oui, concède. alors c'est très très joli. Et c'est C'est vrai très que joli, mais c'est vrai bah, que je peux comprendre étrange. la confusion. on a un autre exemple qui est situé dans le sud-est de l'Ohio, qui est celui des pétroglyphes de Léo. D'ailleurs, on va faire un test. Tenez, je vais vous envoyer un lien. Cliquez sur ce lien Ok. et Oh, je vais décrire, ne dites rien pour l'instant, je vais décrire aux Ok. auditeurs de la manière la plus neutre possible et ensuite vous allez me dire comment vous interprétez ça. Donc, Ok. on a au centre une sorte de cercle dans lequel il y a deux points, un peu comme des yeux, et en bas un trait. Ces espèces de points sont surmontés d'autres traits. Autour de ce cercle, on a deux petites cornes. De part et d'autre de ces cornes, on a deux sortes de demi-cercles qui remontent vers le haut. Et en bas, on a des sortes de, comment dire, des petits, comme des pattes d'oiseau, un peu en fourche comme ça. Et entre ces pattes, il y a un ovale. Voilà, j'ai essayé d'être le plus neutre possible. Maintenant, vous allez me dire comment vous interpréteriez ça. Vas-y, Sven, je te laisse commencer. Ça ressemble à un visage avec des cornes, en fait. Un petit diable. Quand on le voit comme ça. Ça fait très diablotin, ouais, mais il a l'air sympa. Il a deux petites cornes sur la tête, deux grosses cornes, des petites papates. Par contre, on dirait qu'il a une énorme couille centrale. Pour moi, on dirait une espèce de démon lubrique, mais sympathique. Ou alors d'un extraterrestre, je ne sais pas. Parce Voilà, qu'effectivement, ça pourrait très bien être un alien, un croquis d'alien dans un film de SF, quoi. donc entre autres, dans les interprétations qu'on peut trouver, il y en a qui voient le visage d'un sorcier, tu vois, ou d'un guérisseur qui pourrait porter des bois de serre pour assurer une bonne Ouais. chasse. Alors moi, personnellement, ça me fait vraiment penser, alors je dis aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas dit, moi, en fait, j'ai l'impression de voir un hibou, ou une chouette, ou un truc comme ça. Il y a un côté un peu hibou,
Après, Mais mon ouais, esprit est trop formaté par Chauvet, mais ça fait très visage humain quand même au central. Et on c'est dirait ça, ouais, c'est vrai. ça fait beaucoup penser au principe du sorcier en art pariétal, mais là, le fait qu'il ait des petites papates et qu'il ait pas de corps, Ouais, très c'est perturbant. perturbant un peu, c'est vrai que c'est Très perturbant. perturbant, ouais. Donc il y en Mais a les, qui les, vont les pattes font serre de rapace, ouais. ouais. Et puis Et surtout, tu as les petites cornes comme tu sais, comme les trucs des hiboux là, les ouais, comme petits les petites insectes. aigrettes, mais C'est ça, ouais. c'est. Que ça Mais se en trouve, même le temps, il a visage, deux c'est pas grosses un cornes. visage, tu vois? Ouais, peut-être que c'est pas un visage. Je sais pas, c'est compliqué. Il est Mais voilà, bizarre donc il y celui-là, en a ouais. qui pensent à un sorcier avec des bois de serre, il y en a qui pensent à l'image du Mothman, qui est un cryptide local, Ah qui oui, le Mothman, bien sûr, ouais, ouais. donc c'est un oiseau, une sorte d'oiseau de taille humaine avec des grands yeux rouges et qui Logique. n'a au passage aucun lien avec aucune histoire autochtone. Et bah, il y en a d'autres aussi qui ça fait penser à un emoji, vu que ben, on a clairement une sorte de C'est vrai qu'on smiley dirait un emoji, ouais. au milieu. Donc vous voyez qu'il est très facile d'attribuer n'importe quel sens à des images qui sont faites par des cultures qui sont éloignées de nous dans le temps. Et d'ailleurs, ouais, je pense qu'avec notre patrimoine rupestre en France, après peut-être qu'il y a plus de médiation dessus qu'en Amérique, enfin j'en sais rien. Mais je pense qu'on est aussi un peu concerné par ce souci. Oui, complètement, ouais. Mais à ce Complètement. jour, en fait, il est tout simplement impossible de remonter à la signification originelle, et c'est le cas de la plupart des pétroglyphes. Outre ces cas, on trouve un grand nombre de plateformes de terre aménagées en forme d'animaux dans les bassins du Mississippi et de l'Ohio. Elles représentent des figures animales, d'ours, d'aigles, de serpents, etc. Elles peuvent être ou non des tumulus funéraires. Et par exemple, on a le tumulus du grand serpent de l'Ohio, qui est très très joli, qui est Ouais, c'est très daté joli, ouais. 3e Mhm. ou 4e siècle avant notre ère et qui mesure plus de 400 mètres de long, donc c'est quelque chose de très très grand. Bon, il est associé à aucune sépulture, donc malgré son nom traduit en français, en fait c'est littéralement pas un tumulus. Mais du coup, en fait, quand on a affaire à ça, il est assez raisonnable de deviner une signification religieuse à ce genre d'édifice, bien que des spéculations liées aux extraterrestres fleurissent depuis quelques années. Il y a des propriétés mystiques qui sont associées, ainsi qu'une sorte de connexion spirituelle et tellurique entre les différents tumulus américains. Donc voilà, on parle d'extraterrestres qui ont aidé ces peuples locaux à les construire, classique. Et comble de l'ironie, on a des crop circles qui sont parfois créés près de ces tumulus. Donc pour Euh, certains, c'est la preuve que c'est les extraterrestres, parce que les crop circles, c'est c'est forcément les les extraterrestres. extraterrestres, ça se tient. Je pense qu'il y en a il y a des gens qui ont beaucoup d'ironie à faire des crop circles ici. C'est des gros trolls. Ah ouais, je pense que c'est des énormes trolls. Donc la forme du tumulus du grand serpent pourrait également correspondre à un calendrier lunaire et à des axes sur les solstices qui vont également poser de nombreuses questions, parce que bon, qui dit calendrier lunaire dit espace, machin, voilà, donc extraterrestre, on est toujours là-dedans. En réponse à ça, les archéologues suggèrent qu'une culture qui est bien développée et surtout attentive au mouvement des astres peut très bien créer ce genre de tumulus pour marquer une interconnexion entre le ciel et les êtres de la Terre, et de fait relier ça à une sorte de religion dont on n'aurait pas plus de détails, et c'est plutôt pour ça qu'on pense que c'est voilà, une structure religieuse. Mais à ce jour, voilà, il n'y a aucune preuve archéologique qui soutient un quelconque lien avec des extraterrestres, ou un pouvoir mystique, ou des êtres d'autres mondes, et aucune histoire qui implique des aliens n'a été transmise à travers le temps jusqu'à nous. Cela dit, les preuves archéologiques ne seront jamais suffisantes à ceux qui préfèrent affirmer une influence extraterrestre dans la construction de ces tumulus. Donc voilà, on arrive à notre conclusion. Pour finir, la question des extraterrestres dans les cultures natives américaines continuera à peupler l'Internet et les médias sociaux, la littérature et l'imaginaire contemporain, tant qu'il y aura des gens pour y croire. L'argument récurrent des non-autochtones, c'est de dire que les natifs n'auraient pas pu créer des formes de culture aussi sophistiquées sans l'aide de forces extérieures. Donc il s'agisse de déplacer des quantités massives de terre, créer une imagerie élaborée ou développer des systèmes sociétaux et religieux complexes. On a des aliens qui se glissent un petit peu partout. Il semble que chaque génération produise son lot d'auteurs qui est désireux de proposer différentes théories sur des forces extérieures qui pourraient expliquer l'ingéniosité et la créativité des cultures natives. Les idées et l'imagination ne manquent pas, et il nous reste à découvrir ce que l'avenir nous réserve. Parce que oui, peut-être qu'on découvrira un jour des ossements d'êtres non humains dans un tumulus. Oh. Peut-être que d'autres auteurs natifs parleront de leur contact avec le peuple des étoiles et permettront de sauver la planète. Peut-être que des technologies nous permettront de déchiffrer les pétroglyphes. Peut-être même que des extraterrestres étaient bien présents parmi les peuples natifs et ont façonné l'imaginaire et les pratiques religieuses. Mais dans ce cas-là, nos connaissances seront ajustées à la mesure de ces découvertes, mais pas avant. Oh. Il est évident que les Lakota, les Sioux,
Et d'autres encore revendiquent un lien avec des êtres sacrés qui ont apporté des rites et des connaissances. De nombreux peuples autochtones affirment avoir appris beaucoup de choses auprès de diverses entités sous la forme d'ours, de saumons, d'araignées et d'autres créatures. Et cela ne fait pas d'eux des extraterrestres pour autant, mais ça en fait des êtres qui font déjà partie de l'environnement. Et ça permet de comprendre la façon dont on peut percevoir ce que sont ces créatures et comment elles peuvent interagir avec les humains. La notion d'alien, c'est peut-être avant tout une construction des Occidentaux pour désigner tout ce qui n'entre pas dans leur spectre de culture. Pour les peuples autochtones, il semble que les êtres métamorphes, les animaux, le peuple des étoiles, les êtres de la terre et du ciel, fassent tous partie d'une vision du monde dans laquelle très peu de choses peuvent être considérées comme vraiment étrangères. Et en effet, elles sont déjà toutes présentes dans l'environnement. La seule chose qui pourrait être extraterrestre, selon Paul Myrie, c'est les personnes qui font de l'environnement naturel une source de profit. Ceux qui ne respectent pas les esprits des animaux ou des personnes, ceux qui chassent pour le sport par exemple, ou s'approprient ce qui est sacré. Et enfin, la question des extraterrestres chez les natifs américains restera non résolue et sans réponse définitive. On rappelle que nous vivons toujours en fait avec des réponses qui sont provisoires. Et comme on l'a vu, on peut relier les croyances évoquées au modèle développé par Benjamin Zeller, ce qui donne quand même une petite idée. Ouais. Mais à ce jour, nous pouvons affirmer que les peuples américains, les peuples autochtones, qui comprenaient plusieurs centaines de cultures pour le seul continent nord-américain, doivent probablement une grande partie de leur inspiration et de leurs pratiques religieuses, non pas à des influences et des contacts extérieurs, mais plutôt à l'expérience qu'ils avaient eux-mêmes dans leur relation au monde. Et voilà. Pour ma Joli. Eh ben, merci beaucoup, Nico. Merci à toi pour ce beau moment d'ethnologie, finalement. C'est assez compliqué, je t'avoue, parce que c'est ultra intéressant comme sujet, Oui, oui. mais c'est lourd, on va dire. Et pendant ta chronique, j'ai réfléchi à dans quel coin le classer. Est-ce que c'est de l'histoire? Est-ce que c'est de la socio? Est-ce que c'est du folklore? Et du coup, je sais, je crois que là, pour le moment, je l'ai mis dans folklore parce que je me suis dit que les ovnis, c'était un peu du folklore américain. Voilà. Je pense que Mais tu peux la mettre en folklore. voilà. Mais Mais toutes ouais, les- c'était bien cool, très intéressant, très fourni comme à chaque fois, bien évidemment. Mais merci beaucoup Nico pour cette chronique vraiment incroyable. Chers auditrices, chers auditeurs, tout est en dessous dans les commentaires, les références, etc. Nico va les mettre comme d'habitude, il le fait à chaque fois et c'est formidable. Et puis dites-nous ce que vous en pensez de tout ça, votre point de vue, partagez, dites, voilà, bref, comme toujours, hein, c'est pas que un moyen de faire des vues, c'est aussi un moyen de savoir qui nous écoute, en fait, surtout beaucoup à ce niveau-là. J'aimerais aussi remercier du coup Ismaël de ta présence. Merci d'avoir bien voulu être là ce soir. Tu nous as permis de ne pas être deux, mais de bien être trois et de ne pas rompre un rituel qui existe depuis près de 3 ans à présent. Donc merci à toi et merci pour la chronique que tu nous as fait sur le livre de Kels. C'était fort plaisant. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous, on se retrouve probablement dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Peut-être y aura-t-il ma chronique dedans cette fois-ci. Je ne sais pas. On verra. Ce sera la surprise parce qu'il y a plein de gens qui se bousculent, ça se bouscule. Tout le monde veut faire des chroniques tout le temps. Je veux C'est savoir. incroyable. Et non, ce sera la suite. Il faudra revenir la semaine prochaine. Nico, il n'y a pas de teasing et on termine là-dessus. Merci à tous. Merci encore une fois et puis des bisous. Ciao. Allez, des bisous. Ciao. Salut, bonne soirée, bonne journée. Et oui, parce qu'on sait pas à quelle heure ils écoutent. C'est vrai. Ok, Alors, bah, vous êtes commençons prêts? C'est alors. parti. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, donc ça va être un peu Oui, galère. ça fait l'intro. super longtemps qu'on n'a pas L'intro. fait un petit Et oui, épisode. Ouais, moi c'est fou. aussi, je me suis dit, bon, tant pis, hein, de toute façon, Faut ce sera se amélioré au relancer, montage. faut se relancer parfois. C'est ça, c'est clair.